L'humain a toujours essayé de cacher des trucs. Voilà, c'était la phrase bateau en intro. Merci à tous, je vous retrouve à la prochaine. Allez, salut, bisous. Que ce soit pour cacher de la nourriture ou pour cacher ses intentions, cacher des informations, il a toujours essayé de crypter les choses qu'il possédait, que ce soit des informations, que ce soit des lieux, pour que seuls lui et ceux qui devaient avoir l'information l'aient, et pas d'autres. Pour exemple, le premier texte que l'on considère comme crypté date du XVIe siècle avant Jésus-Christ, un texte mystérieux et secret qui explique comment faire un pot en argile. Ça peut paraître idiot vu comme ça, mais on peut faire l'hypothèse que dans le contexte de l'époque, ce potier voulait absolument être sûr de se souvenir de sa recette de pot. Ce serait très con s'il l'oubliait. Mais aussi, il ne voulait pas que ses concurrents puissent s'accaparer sa recette. Et donc, il a décidé tout simplement de crypter le texte de la recette pour que seul lui puisse avoir accès à l'information et s'en souvenir, et que d'autres ne puissent pas y avoir accès. Et ce processus-là, c'est le processus qu'on appelle de cryptographie. Et c'est le sujet d'aujourd'hui, alors si vous le voulez bien, mettons-y des chiffres. Cryptographie, ça veut littéralement dire écrire caché. Et comme je le disais en introduction, le but est d'encoder un message pour qu'il ne soit lisible que par la personne possédant la clé de codage du message. Avant toute chose, la cryptographie n'est pas à confondre avec la stéganographie, qui est l'art de cacher un message dans un autre. Pour bien faire le distinguo entre les deux, on va prendre un exemple de cryptographie et un exemple de stéganographie. Je rappelle, le but de la cryptographie, c'est de pouvoir coder un message pour que seuls ceux qui aient la clé de codage, la clé de décryptage, puissent lire le message. Pour tout autre interlocuteur, ce message ne ressemble à rien et soit illisible. On va donc s'organiser pour que ce message parte d'un message clair, on va lui appliquer une clé de codage qui va l'encrypter et donc le rendre complètement illisible. On s'assure juste que la clé de codage soit réversible, qu'on puisse prendre le message codé et le décrypter pour retrouver le message clair. Une clé de codage très connue et maintenant considérée comme l'une des plus faibles est le code de César, qui consiste à remplacer les lettres du message à coder par la lettre 3 places plus loin dans l'alphabet. Si on prend l'exemple de la phrase « Abonne-toi, mets la cloche » en remplaçant chaque lettre par la troisième lettre qui la suit dans l'alphabet, alors la phrase devient alors ça. En mathématiques, ce code se base sur l'opération de substitution qui consiste à prendre un élément et le remplacer par un autre élément venant du même ensemble. Ici, les éléments ce sont les lettres qui composent les mots et l'ensemble dans lequel on va piocher les éléments, et bien c'est l'alphabet tout simplement. Bon, on va pas se mentir, c'est un peu naze comme cryptage, parce que déjà c'est hyper facile de le décoder, et puis il est tellement connu qu'il a même une opération à son nom, l'opération ROT, pour rotation. Cette opération permet tout simplement de substituer un élément par un autre dans le même ensemble de départ. On peut donc imaginer l'opération ROT 6 par exemple, qui viendrait à remplacer une lettre par la sixième qui la suit, ou alors l'opération ROT 0 qui remplace la lettre par elle-même. Mais Natoa, t'as dit que t'allais parler de stéganographie, s'il te plaît parle-nous de stéganographie. Eh bien je n'ai qu'une chose à vous dire. Je vous ai compris! Comme on l'a vu, la cryptographie sert plutôt à protéger un message plutôt qu'à le dissimuler. Lorsqu'on trouve un message crypté, eh bien il ne fait pas sens du tout, et donc on se doute bien que ça correspond forcément à un message crypté. La difficulté qui va se présenter pour le décryptage, eh bien c'est de trouver la clé de cryptage et de réussir à l'inverser pour pouvoir décrypter le message. La stéganographie, elle, n'a pas pour but de protéger un message, elle a plutôt pour but de le dissimuler dans un autre. Il faut donc trouver une méthode pour que la personne à qui est destiné le message puisse le lire, mais que si par malheur une personne intercepte ce message, eh bien elle ait l'impression de lire un autre message qui a un sens tout à fait différent de ce qui est voulu. Et pour ça, je suis obligé de vous parler de George Sand et de sa relation avec Alfred de Musset. Mais avant de vous parler de cette relation, je vais vous parler de George Sand. Fausse personne derrière la caméra. Générique des gens connus. Non mais attends, il n'existe pas ce générique. J'ai dit générique des gens connus! George Sand, de son vrai nom Amantine Aurora Lucille Dupin, a vécu pendant le 19e siècle et a été une romancière et écrivaine très prolifique avec plus de 70 romans et une cinquantaine d'œuvres diverses comme des nouvelles ou des pièces de théâtre. En suivant l'exemple de sa grand-mère, elle s'engage très vite pour la défense des femmes et des pauvres. Ses romans divisent autant qu'ils choquent. La thématique du plaisir des femmes et d'acceptation sociale de leurs sentiments est moyennement acceptée par les écrivains contemporains autant que par le peuple. Avec la réaction à ses ouvrages et sa rencontre avec un certain Jules Sandeau, romancier lui aussi, elle réagit et se dit « Nah, j'en ai rien à foutre, je veux m'habiller en homme et publier mes livres avec un pseudo-d'homme. Cette femme-là que vous voyez là sur votre écran n'en a rien à foutre, ok ?» Au cours de sa vie, elle entretiendra un nombre de relations qui lui vaudra beaucoup de détracteurs. Et on va parler de sa relation avec Alfred de Musset pour que ça serve d'exemple aux vidéos de l'autre là. Je suis même pas payé pour ça, putain de...
Bon, George Sand, pendant sa relation avec Alfred de Musset, ils avaient des petites correspondances, ils s'envoyaient des lettres. Et un jour, elle lui écrivit ceci. Je suis très ému de vous dire que j'ai bien compris l'autre jour que vous avez toujours une envie folle de me faire danser. Je garde un souvenir de votre baiser et je voudrais que ce soit là une preuve que je puisse être aimé par vous. Je suis prête à vous montrer mon affection toute désintéressée et sans calcul. J'ai pas mis l'intégralité mais c'est beau toutes ces choses écrites sur le papier, hein. Vous voulez voir ce que ça donne si on enlève une phrase sur deux? Je suis très ému de vous dire que j'ai toujours une envie folle de me faire baiser et je voudrais que ce soit par vous. Je suis prête à vous montrer mon cul. Putain, c'est beau sa mère, ça me troue le cul. Bon, mais tout ça, à quoi ça peut servir, hein? Les fonctions de cryptage servent à encoder des informations, mais ça veut pas forcément dire qu'elles servent à les cacher. C'est même une toute petite partie de la cryptographie, puisqu'à notre époque, avec Internet et notamment les transactions sur Internet, eh bien la cryptographie sert tout simplement à être sûr que vous êtes sur le bon site Internet ou que votre transaction est protégée. Et pour répondre à ces besoins, il y a des tonnes et des tonnes de fonctions de cryptage différentes. On peut citer par exemple des fonctions de chiffrement asymétrique qui possède une clé de codage différente de la clé de décodage. Je vais m'attarder un peu là-dessus parce que c'est pas forcément intuitif comme concept. On a vu qu'une clé de codage servait à encoder et à décoder un message. C'est un type de chiffrement bien spécifique qui est désigné comme symétrique. C'est la même clé qui permet d'encoder et de décoder le message. On peut aussi faire en sorte qu'il y ait deux clés différentes, une pour l'encodage et une autre pour le décodage. On appelle ça un chiffrement asymétrique et ça utilise des fonctions mathématiques à sens unique, très simples à utiliser mais très difficiles à inverser, ce qui assure la sécurité du chiffrement. Une bonne analogie à ça, c'est la boîte aux lettres. Tout le monde peut déposer une lettre dans une boîte aux lettres, mais il n'y a que la personne qui possède la clé de la boîte aux lettres qui peut effectivement lire le courrier. C'est actuellement l'un des types de cryptage les plus utilisés, notamment avec un chiffrement qui s'appelle le chiffrement RSA, et je vais vous montrer à quel point c'est compliqué. RSA, à part être une aide de l'État, c'est aussi le nom du cryptage asymétrique créé par 3 ingénieurs du MIT et qui ont tout simplement donné les initiales de leur nom pour faire le nom du cryptage. La méthode repose sur de l'arithmétique un peu hardcore, notamment avec le petit théorème de Fermat. Bon, il n'y a jamais rien de bien qui se passe avec Fermat, soyons clairs. Tu auras droit à ton épisode, Fermat. Ouais. Même si tu regardes pas cette vidéo, tu auras droit à ton épisode. On va essayer de crypter un message avec le chiffrement RSA et voir ce que ça donne. Alors, je préviens tout de suite, c'est très coton, donc je vais juste définir ce dont j'ai besoin pendant le calcul et je vais dérouler. Parce que pour être franc, ça devient très vite horrible. Ok, on va avoir besoin de 2 chiffres premiers, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent être divisés que par eux-mêmes ou par 1. Dans mon cas, j'ai choisi 3 et 13, mais dans les chiffrements RSA classiques, on préfère les choisir beaucoup plus grands. Ces 2 chiffres-là sont très importants. Si quelqu'un connaît ces 2 chiffres, il est capable de recréer la clé privée que nous allons générer et donc de décoder toutes les informations encryptées. On va multiplier ces 2 chiffres pour obtenir le module de chiffrement, c'est en quelque sorte la taille de la clé de chiffrement. Plus ce chiffre est grand, plus les clés seront sécurisées, mais les temps de calcul pour générer ces clés seront augmentés. On va ensuite calculer un nombre appelé valeur de l'indicatrice de l'air en n. Si vous êtes curieux, allez voir ce qu'est une indicatrice de l'air, c'est hyper intéressant, mais on n'a pas besoin de savoir ce que c'est pour le calculer. Cette valeur va surtout nous permettre de générer les 2 nombres dont on a besoin pour générer les clés. On va choisir ensuite un exposant de chiffrement qui est premier avec la valeur d'indicatrice en n est inférieur à celle-ci. Un nombre x premier avec un autre nombre y est un nombre dont le plus grand nombre commun diviseur avec y est égal à 1. Autrement dit, le seul nombre qui divise à la fois x et y, c'est 1. Il y en a plein des nombres qui remplissent ce rôle, moi j'ai choisi 5 parce que c'était le premier qui passait par là. À partir de ce nombre, on va calculer l'exposant de déchiffrement qui correspond à l'inverse de l'exposant de chiffrement modulo la valeur d'indicatrice de l'air. Dire cette phrase tout droit sortie des enfers, ça revient à trouver un nombre dont le produit avec l'exposant de chiffrement possède un reste de 1 dans sa division euclidienne avec la valeur de l'indicatrice de l'air en n. Pour ça, il faut utiliser l'algorithme d'Euclide étendu, un algorithme qui permet de calculer le plus grand commun diviseur de 2 nombres ainsi que leur coefficient de Bézout et qui dans ce cas précis permet de déduire l'inverse que l'on cherche. Tout ce bordel de calcul permet de générer 2 clés, une clé publique qui permet l'encryption du message et une clé privée qui permet de décrypter le message. Du coup, si on l'applique à notre message, il faut classer chaque lettre selon leur rang dans l'alphabet. Pour encrypter une lettre, il faut calculer la division euclidienne du rang de la lettre mise à la puissance de l'exposant de chiffrement par le module de chiffrement et appliquer ça à chaque putain de lettre du message. Une fois crypté, on obtient une suite horrible de bits qui veut rien dire et lorsqu'on veut décrypter, on fait la même chose que l'encryptage mais en même temps cette fois le bit crypté à la puissance de l'exposant de déchiffrement et encore une fois à chaque putain de bits et on retrouve les rangs de chaque lettre et là on a notre cryptage RSA. Ouh. Pause.
Bon, je sais pas si donner un exemple c'était la bonne chose à faire, mais voilà, c'est fait. Ça permet de se rendre compte de la sécurité de ce cryptage, parce qu'il y a quand même beaucoup de calculs derrière et ça demande beaucoup de puissance de calcul. Bon, normalement j'aurais dû rajouter encore des étapes supplémentaires, notamment des fonctions de chiffrage qui permettent de ne pas reconnaître les lettres et leur position dans l'alphabet, mais j'ai estimé que c'était suffisant pour aujourd'hui. Le chiffrement RSA est encore utilisé de nos jours, c'est même très couramment utilisé pour tout ce qui est transactions sur internet, comme je vous le disais. Et pour un chiffrement qui date des années 70, c'est plutôt même très honorable, puisqu'il est toujours utilisé de nos jours, et que c'est simplement les puissances de calcul qui ont évolué, qui permettent justement de pouvoir encore utiliser ce chiffrement. Et c'est quand même un concept intéressant de savoir comment on craque un code. Et par là, je parle de le craquer par la force. Pour ce genre d'opération, il faut de la puissance de calcul. Pour revenir sur les chiffrements symétriques, on les a pas décodés. On leur a défoncé leur gueule. Mais pour les chiffrements asymétriques comme le chiffrement RSA, c'est bien plus compliqué. Si on s'en tient à la théorie, on peut très bien les forcer. Il suffirait de bourrer un petit peu le code pour pouvoir remonter toutes les lignes de calcul et revenir à ces fameux chiffres qu'on a pu voir ensemble. Mais ça, c'est si on s'en tient à la théorie. Sauf que quand ça concerne le craquage des codes par la force pure, eh bien on s'en fout de la théorie. Ce qui importe, c'est qu'on puisse craquer le code avec des ressources et un temps raisonnable. Et lorsqu'un chiffrement est calculatoirement inforçable, alors on le considère comme inforçable. Jusqu'à qu'on arrive à le forcer, évidemment. La plupart du temps, ces codes ne sont pas craqués directement. On va plutôt attaquer les structures qui ont permis de mettre en place ce code, notamment qu'est-ce qui a permis de générer les nombres qu'on a utilisés, et si les puissances de calcul augmentent, eh bien elles augmentent pour tout le monde, à la fois pour ceux qui essayent de générer des codes de plus en plus complexes à craquer, mais aussi pour ceux qui essayent de craquer ces codes de plus en plus complexes. Toujours sur le chiffrement RSA, il existe déjà un algorithme qui permettrait de le craquer, qui permettrait même de craquer n'importe quel chiffrement public. Il s'appelle l'algorithme de Shor. Il y a déjà la théorie et la façon dont on devrait l'implémenter pour pouvoir décoder tous ces chiffrements, et on sait déjà qu'aucun chiffrement ne pourrait lui résister, même les plus récents. Sauf qu'il n'existe pas encore. Il est juste théorisé. Enfin, si, il existe. C'est simplement que la machine qui pourrait faire tourner cet algorithme n'existe pas encore, puisque c'est l'ordinateur quantique. Je ferai une vidéo détaillée sur le calcul quantique parce que c'est des choses vraiment très intéressantes qu'on peut voir là-dedans. Mais l'avantage qu'il faut retenir du calcul quantique par rapport au calcul informatisé actuel, eh bien c'est que les valeurs prises par toutes les variables qu'on a pu voir, elles peuvent être multiples en même temps. Et ça, c'est très fort au niveau des puissances de calcul. Ça peut permettre de calculer beaucoup plus de choses, beaucoup plus rapidement. Et ça permet du coup de prendre en charge des opérations qui sont théoriquement faciles à faire, mais pratiquement infaisables pour cause de manque de puissance. Et ainsi continuera l'histoire de la cryptographie. Et ouais, ça fait bader, mais en même temps, je l'avais dit en début de vidéo, que ce soit en codant sur un caillou pour cacher une recette d'un pot d'argile, ou pour sécuriser des informations sur internet, l'humain a toujours essayé de cacher des trucs. Et l'humain essaiera toujours de décrypter les choses qui lui seront cachées. Avec ces belles paroles, si vous entendez parler de cryptographie, n'oubliez pas, mettez-y des chiffres.